Je suis Marie-Odile Sen, je suis la directrice générale de CGF Bourse, une société de gestion et d'intermédiation basée à Dakar et qui a son agrément dans tous les pays de l'UEMOA. L'épargne peut porter plusieurs définitions. La définition la plus simple qu'on peut adopter, c'est le fait de dépenser moins que ce qu'on a gagné. Donc, dans la démarche de l'épargne, il s'agit de décider soi-même ce qu'on est en mesure de mettre de côté avant d'effectuer toutes ces dépenses. Donc, l'épargne doit faire partie des volets obligatoires, des éléments d'utilisation des revenus qu'on a engrangés sur une période. Donc, chaque personne a sa propre nature de dépenses et d'investissement et doit tenir compte de tout cela pour décider de son niveau d'épargne et ses possibilités d'épargne. Je pense qu'on l'a relevé même durant la crise Covid, sur tous les marchés, y compris le marché de l'UEMOA. On a ressenti plus un sursaut de l'épargne, donc beaucoup plus de concentration sur la capacité de l'épargne. Rien qu'en prenant sur 2021, on peut considérer qu'une progression assez satisfaisante en termes d'évolution de notre marché financier. Donc le marché des actions a franchi la barre des 6 000 milliards. Le marché des obligations a clôturé 2021 avec plus de 7 200 milliards. Et sur le premier semestre 2022, le même trend s'est poursuivi avec une amélioration de 14%. Donc les deux marchés des actions et des obligations ont clôturé à 15 000 milliards en fin juin 2022. Pour la valeur des transactions aussi, pareil, sur l'année dernière, on a eu une valeur des transactions qui a fortement progressé. Donc près de 750 milliards ont fait l'objet de transactions sur le marché. Et on ressent de plus en plus aussi une volonté d'ouverture de comptes. Donc les ouvertures de comptes ont augmenté au niveau du secteur financier et les montants épargnés ont augmenté. Aujourd'hui, si vous regardez même au niveau du système bancaire, on fait face à une surliquidité qui s'explique aussi par le décalage des investissements des entreprises, mais surtout par le fait que la propension à épargner, même si on a l'impression qu'elle a diminué, mais il y a un sursaut qui s'est déclenché, qui a amené les gens à plus considérer encore l'aléa qui peut se présenter à n'importe qui en fonction de l'incertitude qu'on vit aujourd'hui à travers le monde entier. Il faut qu'on regarde ça sur plusieurs volets. Il s'agit d'abord de se dire, quand je fais l'effort d'épargner, je dois décider des endroits sûrs pour garder mon épargne. Et les banques en font partie. Les banques sont vraiment la première porte à laquelle on pense quand on a de l'épargne. Et c'est important que tous les épargnants puissent se dire, quand j'ai de l'épargne, je dois aller déposer chez une structure agréée, qu'elle s'appelle banque, qu'elle s'appelle société de gestion et d'intermédiation comme nous, compagnie d'assurance, microfinance et pourquoi pas les wallets aujourd'hui. On se rend compte que les gens épargnent beaucoup, même s'ils pensent que ce n'est pas de l'épargne, mais le fait de conserver son argent par Orange Money, par exemple, c'est une manière de mettre de côté pour une utilisation future. À notre niveau, ce qu'on essaie de faire de prime abord, c'est que cette épargne soit fructifiée, que ça ne soit pas seulement une épargne qui est gardée, mais que ça soit fructifié. Donc, quand le client vient chez nous, on essaie de comprendre quelle est sa capacité d'épargne, quelle est sa capacité aussi à pouvoir garder cette épargne sur une période, court, moyen ou long terme, et quels sont ses investissements prévus pour pouvoir anticiper aussi les sorties. Et c'est comme ça qu'on accompagne
l'investisseur, tout en tenant compte aussi de son profil investisseur. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une aversion au risque? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche de la gestion dynamique? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut s'orienter vers un portefeuille prudent? Et même ceux qui n'ont pas le temps d'analyser leur portefeuille, qui ne peuvent pas parce qu'ils ne comprennent pas, on peut également les accompagner ou par la gestion sous mandat ou tout simplement prendre des parts de fonds communs de placement. Ce sont des produits gérés avec des spécialistes et nous avons aujourd'hui notre société de gestion d'actifs CGF Gestion qui gère le plus grand nombre de fonds communs de placement au niveau de l'UEMOA. L'investissement dans l'immobilier, pour tous les prospects qu'on rencontre, c'est le premier investissement qu'ils connaissent. En général, ils ont déjà effectué l'investissement en immobilier. Mais est-ce que vous pensez que si tout le monde reste dans la démarche de dire « je mets mon argent dans le bâtiment », on fera décoller l'économie? Il faut bien qu'on ait une masse critique d'argent qui puisse nous permettre d'investir dans le secteur industriel, d'accompagner l'État dans le financement du gap budgétaire, de pouvoir également participer à l'actionnariat des sociétés qui viennent à la cotation. Donc c'est important de leur dire que l'investissement est multiple. Quand on a réalisé ces investissements immobiliers, qu'on puisse regarder les valeurs mobilières. Avec les valeurs mobilières, il y a plusieurs avantages. On est face à une bourse, la bourse des valeurs mobilières de l'UEMOA, qui cote tous les jours, du lundi au vendredi. Donc, quel que soit ce qu'on détient, on est en mesure de venir rajouter ou vendre à tout moment, tous les jours. Ce qui n'est pas le cas de l'immobilier. Quand je détiens mon terrain, je ne peux pas connaître sa valeur du jour au lendemain. Je ne peux pas me réveiller un jour, dire je vends le lendemain et immédiatement vendre et avoir mes ressources par la suite. L'autre chose aussi, c'est que le fait d'épargner via le marché permet de se considérer actionnaire quand on a pris des actions, c'est-à-dire je détiens des parts d'une société ou de plusieurs. Quand c'est des obligations, j'ai prêté mon épargne à une entreprise, à un État qui me donne des intérêts. Si nous prenons sur la période de ce premier semestre 2022, rien que cette période-là, en termes de paiement de dividendes, le marché a payé 104 milliards de dividendes aux détenteurs d'actions. Si on prend la partie obligataire entre les intérêts payés, le remboursement de capital, c'est plus de 520 milliards qui ont été payés aux détenteurs de ces obligations-là. Donc pour vous donner un peu un ordre de grandeur de tout ce qui est injecté en termes de liquidité à travers les titres qui sont détenus sur le marché. Et en plus de cela aussi, c'est ce qu'on oublie de rappeler, c'est quand on détient un portefeuille, on détient un avoir, on détient une valeur. Et ce portefeuille-là peut servir de garantie lorsqu'on souhaite faire un prêt bancaire, comme on donne en hypothèque son terrain ou sa maison. Le portefeuille titre aussi peut servir de garantie en termes de requête de financement auprès d'une banque. Et d'autres arguments qui doivent permettre aujourd'hui à tout investisseur, tout épargnant de pouvoir s'approcher des FGI et voir dans quelle mesure avoir les informations nécessaires pour diversifier les sources de rémunération de son épargne. Déjà, on doit s'accorder sur le principe que ce n'est pas les salariés qui représentent la majeure partie de la population. Mais si on démarre par les salariés, aujourd'hui, quel que soit le salaire qu'on a, on doit pouvoir dire « je suis en capacité d'épargner jusqu'à avoir un montant qui est appréciable. Je démarre mon compte d'épargne. Tous les mois, selon que je puisse mettre de côté un montant que moi je pense être faible, hein, que ce soit 10 000 francs, que ce soit 15 000 francs, que je le fasse pendant de longues années.
Rien qu'en prenant l'exemple de celui qui épargne 25 000 francs par mois. Chaque 10 mois, il aura mis 250 000 de côté. Au bout de 10 ans, il sera sur plusieurs millions épargnés, sans compter les revenus que ce portefeuille va lui engranger. Donc le sujet de l'épargne doit être apprécié comme une démarche constructive. Ce n'est pas une démarche qui s'arrête sur un jour. On se construit un plan d'épargne, on se construit un patrimoine financier, on se construit des projets. Et sur la base de tout ça, on se discipline et on considère que, surtout quand vous prenez l'exemple des salariés dont vous parlez, on n'est pas salarié pour rester au même niveau de revenu. On se bat, on atteint ses objectifs, le salaire augmente. En même temps, on doit réfléchir en se disant, il y a une partie que je dois consommer maintenant et il y a une partie que je dois mettre de côté pour mes projets et pourquoi pas pour penser également à la complémentaire retraite. Tout à fait, on a le PAC études, un PAC études qui est géré par CGF Gestion. Le PAC études aujourd'hui, dès l'ouverture du compte, est placé sur des fonds communs obligataires qui permettent, avec une automatisation du placement, c'est la personne mandataire, que ce soit le père ou la mère, qui décide du montant qu'il faudra mettre sur ce compte-là tous les mois ou tous les trimestres, en tout cas selon la fréquence souhaitée, et ce montant est placé. C'est tellement triste de voir de jeunes brillants qui réussissent leurs études, qui obtiennent le bac et qui se retrouvent confrontés à devoir choisir des décisions de poursuite de leurs études en tenant compte du fait qu'il n'y a pas une épargne qui a été constituée durant toutes ces périodes-là. Et pourtant, cette période de la naissance à l'obtention du bac dure en moyenne un minimum de 17 ans. Donc, imaginez quelqu'un qui a démarré l'épargne de son enfant à moins d'1 an et qui constitue cette épargne-là jusqu'à l'âge de 18 ans. Ça permet déjà de pouvoir, dès que l'enfant est majeur, l'amener à considérer l'effort qui a été fait, à le comprendre et à le poursuivre par la suite. Selon qu'il commence à faire de petites tâches durant sa période universitaire, et quand il sera salarié, il sera le premier à poursuivre cet effort d'épargne. Quand on regarde le taux de bancarisation au niveau de l'UEMOA, on est ravi de voir des pays qui sont beaucoup plus disciplinés en termes de comptes bancaires. Aujourd'hui, si on classe des pays, le Bénin, le Burkina, le Togo sont des pays exemplaires qui sont même devant le Sénégal en termes de bancarisation. Donc pour vous dire que l'épargne aujourd'hui peut être utilisée à différents niveaux, mais il faut que ça soit une discipline qui est adoptée, quels que soient ses revenus, parce qu'on travaille pour aujourd'hui, mais on travaille aussi pour les jours où les revenus seront beaucoup moins élevés. L'épargne des femmes, en tout cas des analyses que nous avons faites sur la typologie de ces comptes-là, on se rend compte que la plupart des comptes d'épargne qu'on a, qui sont dédiés aux enfants, c'est ouvert par les femmes. Les comptes aussi où il y a beaucoup plus de dynamique de dépôt, en termes aussi de gestion, il y a certaines femmes même qui ont tendance, quand elles font un retrait, à dire « j'ai l'impression que je viens juste tirer sur mon compte, mais je vais revenir pour reconstituer ». Cette discipline de l'épargne est là. Peut-être c'est dû au fait que, de facto, on est très tôt des gérants. Très tôt, on nous confie le budget, même jeune, même avant de rentrer dans une vie de famille propre, dans le foyer, déjà d'où on vient, on commence déjà à faire de la gestion. Et la gestion démarre sur tous
les fonds qui nous sont remis, comment l'optimiser, comment faire pour pouvoir gérer la totalité des dépenses. Et je pense que c'est peut-être ça qui explique que les femmes sont beaucoup plus enclins à épargner que les hommes et sont vraiment des comptes qu'on a le plaisir de suivre parce que ça progresse de manière satisfaisante et de manière beaucoup plus régulière en termes de dépôt. Aux jeunes, je dirais déjà, ils n'ont pas droit à l'erreur parce qu'ils ont accès à l'information. L'information leur est disponible à travers un outil qui ne les quitte jamais, c'est le téléphone. Aujourd'hui, nous avons mis en place depuis 2008 l'interface qui permet à tout client de CGF de pouvoir accéder à son compte, de suivre l'évolution de son portefeuille. Ce dispositif-là a évolué jusqu'à atteindre le niveau d'agrément de bourse en ligne qui permet aujourd'hui à tous nos clients, où qu'ils puissent se trouver à travers le monde, de pouvoir suivre leur portefeuille et de passer des ordres. Ça n'empêche pas qu'on est toujours là en tant que conseil, on continue à donner notre avis aux clients, mais qui peut aller jusqu'à faire ses transactions lui-même. L'autre aspect aussi, c'est qu'on a développé une plateforme qui permet aux clients de pouvoir épargner sans pour autant se déplacer. Donc à travers déjà l'agrégation des wallets et en même temps l'intégration du compte de la carte bancaire qui permet de pouvoir épargner. Au-delà de tout ça, avec la collaboration toujours avec le secteur bancaire, on a mis en place une carte prépayée que nos clients utilisent beaucoup. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de clients qui épargnent pour son enfant. Dès que l'enfant a le bac, il dispose de la carte prépayée qui est linkée au compte d'épargne qui a été constitué et qu'ils utilisent aujourd'hui partout à travers le monde. Donc ces jeunes-là n'ont pas droit à l'erreur. Ces jeunes ont pu vivre le drame de certaines personnes qui ont eu de très très belles carrières, qui ont bien eu une vie sociale épanouie et qui se sont retrouvés dans une situation de précarité terrible à la retraite, à tel point qu'ils sont obligés de reprendre leurs factures pour aller demander à leurs anciens collègues leurs connaissances pour de les aider. Et pourtant, ils ont eu 20 ans, 30 ans de carrière. Donc, il faut absolument éviter ce genre de situation. Épargner tôt, dès le moment où on a des revenus. Aucune épargne n'est négligeable. Aucune épargne. Pour ceux qui hésitent à venir nous rencontrer, qu'ils sachent que nos portes leur sont ouvertes. Donc, on est en mesure de pouvoir leur expliquer ce qu'on fait de leur argent, leur montrer aussi comment ils peuvent accéder à toutes les informations en un clic sur leur téléphone et surtout leur dire, même s'il y a la barrière de la langue en termes de connaissance du français ou pas, qu'ils peuvent venir nous rencontrer. Un appel particulier à la diaspora qui se bat énormément pour pouvoir gagner des revenus consistants, qui aide énormément la population restée au pays. Rien que sur les dernières statistiques, c'est 1400 milliards quand même qui ont été introduits par la diaspora. Quel est le pourcentage qui a été consommé? Quel est le pourcentage qui a été épargné? Et quel est le pourcentage qui a servi à l'investissement? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser pour prendre les bonnes décisions, mais surtout les prendre aussitôt que possible.